Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 février. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, a joué aujourd'hui les contrôleurs de prix dans un hypermarché, une façon de marquer la détermination du gouvernement. Il n'y aura pas de parrainage d'un enfant mort dans les camps par chaque élève de CM2, comme l'avait suggéré le président de la République. L'idée a été officiellement abandonnée. Ouverture aujourd'hui du procès d'un élève du lycée Louis Blériot d'Étampes qui, en 2005, avait grièvement blessé à coups de couteau son enseignante pendant un cours. Il est jugé pour tentative d'assassinat. Nicolas Sarkozy au Tchad, il doit s'entretenir avec son homologue Idriss Déby de la situation dans le pays. Il est accompagné par son épouse Carla Bruni-Sarkozy. Le plan santé jeune a été présenté aujourd'hui par Roselyne Bachelot pour prévenir les conduites à risque des adolescents comme l'anorexie, l'alcoolisme ou la drogue. Ce matin, dès l'ouverture des magasins, c'est la ministre de l'économie en personne qui est allée calepin en main relever les prix dans une grande surface non loin de son ministère. Suivie par une cohorte de conseillers et de journalistes, elle est allée vérifier sur place les augmentations de prix constatées. Fabien Chadeau et Chloé Lecomte. Ce matin, Christine Lagarde fait ses courses dans un supermarché parisien. Une trentaine de journalistes l'accompagnent pour une opération coup de poing qui ressemble en fait à une opération coup de com'. Objectif de la matinée, relever les prix dans un magasin Carrefour. Par 16, 2,55, relevé à 2,85. Donc ça signifie que les prix en grande surface sont moins élevés que ce qui a été relevé par 60 millions de consommateurs. Dans son enquête, le magazine n'a retenu que les tarifs pratiqués sur Internet par les distributeurs. Pour son comparatif, Christine Lagarde s'intéresse aux prix en rayon. Et ces relevés, au moment de passer en caisse, sont l'occasion de répéter le même message. Ce que je constate, c'est que c'est moins cher que le total que cela aurait coûté en achat répertorié 60 millions de consommateurs sur site Internet. Au même moment, la véritable opération coup de poing, celle des agents de la répression des fraudes, avait lieu loin des caméras, dans les supermarchés et les centrales d'achat. Résultat de l'enquête en début de semaine prochaine, il s'agit de savoir à qui profite la hausse des prix. Beaucoup de frontaliers constatent que dans les autres pays de la zone euro, les augmentations de prix sont moins importantes. C'est vrai à la frontière allemande, c'est vrai aussi à la frontière italienne. Ce matin, à Vintimille, Nathalie Jourdan et Nils Brunelli ont fait les courses. Les pâtes et le poulet sont moins chers. Dans ce supermarché de Vintimille, les produits s'affichent en italien, mais on sait s'adresser à la clientèle française. Jusqu'à présent, elle venait principalement pour acheter de l'alcool, moins cher ici, mais depuis quelque temps, on traverse la frontière. Pour la convenience, parce que c'est trop cher en France. Vous avez tout cher, tout. Qu'est-ce qu'il y a de moins cher ici? Tout. Le poulet, tout ce que vous voyez. 2,70 € le kilo de poulet premier prix. En France, il s'affiche en moyenne à 3 € le kilo. Ici, il y a un beau rayon de poissonnerie, comme le poisson est le plus souvent moins cher. Je viens faire mes courses en Italie. La viande, les pâtes aussi, c'est un peu moins cher. Voilà, le pain aussi. Le rayon des pâtes, c'est là qu'on trouve la plus grande concentration de clients français. L'écart de prix entre les deux pays avoisine les 20%. 1,10 le paquet de pâtes de 500 grammes. Et ici, 0,81. Alors on profite, on promène et en même temps on achète des pâtes et la sauce c'est pareil. Moins cher en Italie les pâtes, certes. Mais ici aussi, elles ont connu une hausse, plus 8%. En septembre dernier, les associations de consommateurs ont même appelé à une grève de la pasta. Moi j'ai 4 enfants, alors c'est difficile en fin de mois. Il faut se serrer la ceinture, on se prive vraiment. En Italie, le beurre aussi a augmenté. Il reste cependant plus abordable qu'en France. En revanche, le litre de lait est moins cher chez nous. Conclusion, pour certains produits, les courses en Italie s'avèrent intéressantes. Mais dans ces calculs, il ne faut pas oublier d'intégrer l'essence et le péage avant d'y faire le voyage. Et parmi les produits alimentaires dont les hausses paraissent incompréhensibles, il y a la charcuterie. Hier, le président de la République lui-même s'est étonné que le prix du jambon augmente alors que le prix versé aux producteurs de porc diminue. Pourquoi cet écart? Élément de réponse avec Éric Pinault et Gabriel Camila. 1,20 € le kilo, c'est le prix du cochon payé aux producteurs, 10% moins cher qu'il y a un an. Alors quand dans le même temps on annonce plus 40% sur le prix du jambon dans les supermarchés, les éleveurs attendent les explications de la commission d'enquête de François Fillon. Ils ont lancé le pavé dans la mare, maintenant il faut qu'ils
donnent des résultats, et des résultats probants, qui ne nous disent pas que c'est les transformateurs, à nouveau, ou les producteurs qui dissimulent les marges, quoi. Et la grande distribution ne pourra pas invoquer la hausse du coût des matières premières. Oui, les porcs mangent des céréales, mais ce sont les producteurs qui règlent la facture. Alors à quelle étape de la filière se font les marges? En plein salon de l'agriculture, la question circule. Les deux premiers maillons, éleveurs et secteur abattage et coupe, sont les maillons faibles de la filière. Donc mathématiquement, les marges sont en bout de chaîne chez les grands industriels et dans la grande distribution. Cette analyse est-elle juste et surtout, peut-on freiner l'augmentation des prix? Les artisans charcutiers disent oui. Je n'ai pas changé mes prix, moi je ne sais pas depuis combien de temps. Justement, on n'est peut-être pas assez vigilant, mais bon, on a une clientèle, on essaie de la garder. Le jambon de Paris, le jambon Dior, voilà peut-être un an et demi que moi je ne l'ai pas augmenté chez moi. Auchan, particulièrement visé, conteste l'enquête de 60 millions de consommateurs et affirme au contraire que le prix de son jambon a baissé. Il est tout de même vendu 20 € le kilo, 16 fois plus cher que le prix payé aux producteurs. Les enquêteurs missionnés par François Fillon sauront peut-être l'expliquer. Et puis au marché de gros de Château-Renard, l'un des plus importants d'Europe, près de Marseille, les producteurs de salades manifestaient. Ils étaient près de 400 à dénoncer les écarts entre les faibles prix d'achat qu'on leur offre et les marges de la grande distribution. Il n'y a pas que sur les produits alimentaires que la suspicion existe. Au cœur d'une enquête des services de la concurrence, les produits d'entretien. 9 groupes multinationaux sont suspectés d'entente sur les prix, ce qui est formellement interdit. Les explications d'Yves Ginca et Jean-Marc Noutouk. Ajax, Mir, Sif, Terra, Please, Antical. Tous ces produits d'entretien ménager ont un point commun. Leurs fabricants, des multinationales, sont soupçonnés de s'être entendus illégalement pour fixer des prix élevés et ainsi ignorer les règles de la concurrence. C'est pas normal, hein, on est dans une économie néolibérale, c'est pas normal. Mon sentiment, c'est que c'est un sentiment d'injustice, quoi. C'est-à-dire le consommateur, il est lésé. Il y a 4 ans, Unilever, Procter & Gamble, Colgate et 6 autres multinationales se seraient rencontrées secrètement pour mettre au point un accord tarifaire. Un an après, l'une des sociétés décide de dénoncer les autres afin d'éviter les poursuites. Le Conseil de la concurrence est saisi et ordonne une enquête aux agents de la répression des fraudes. Les perquisitions commencent. L'ILEC, le club des grandes marques, est soupçonné d'avoir abrité les réunions secrètes, mais il dément. Il n'y a jamais de réunion d'entreprise sans qu'un des permanents de notre maison assiste. Et le cas échéant, il est là pour dire non, on ne parle pas de tel sujet ou de telle chose. Aujourd'hui, l'enquête est en cours et les multinationales soupçonnées risquent de sévères amendes, jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. C'est presque 6 milliards d'euros rien que pour l'américain Procter & Gamble. Des sanctions lourdes, mais pas forcément dissuasives. Les sanctions sont très lourdes lorsqu'il s'agit de secteurs importants avec un chiffre d'affaires conséquent. Il suffit de ne pas se faire prendre. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est à voir au coup par coup. En Allemagne, 3 de ces multinationales viennent d'être condamnées pour des faits similaires. Montant global de l'amende, 39 millions d'euros. Il n'y aura pas de parrainage d'enfants victimes de la Shoah par chaque élève de CM2, comme l'avait suggéré le président de la République. L'idée a finalement été abandonnée par les 16 membres de la commission chargée d'étudier cette proposition. Chacun a reconnu que si cette idée était partie d'une émotion sincère, elle était difficile à faire supporter à des enfants. Aurélia Brault et Samuel Humez. Confier la mémoire d'un enfant juif à chaque élève de CM2, Simone Veil avait trouvé l'idée insoutenable. Serge Klarsfeld, lui, y était plutôt favorable. Ce matin, autour de la même table, avec plusieurs personnalités, ils en ont débattu. À la sortie, cette idée semble avoir été abandonnée. Officiellement, fin de la polémique. Tout va bien, c'est-à-dire que la proposition qui a été si discutée, l'initiative qui a été si discutée est en train d'être mise en forme. Voilà. Le projet a vraiment changé ou vous avez changé d'avis? Non, mais il n'y a plus de projet pour l'instant. C'est dans 2 mois que nous discuterons d'un projet. Il faut penser uniquement à l'enseignement, ne pas perturber les enfants, mais qu'en même temps, il y ait un enseignement très précis et qui est d'ailleurs fait très largement aujourd'hui déjà par les professeurs. L'idée, lancée par Nicolas Sarkozy lors du dîner du CRIF, ne verra donc pas le jour. Mais la mission qui s'est réunie ce matin a 2 mois pour trouver d'autres pistes concernant l'enseignement de la Shoah.
Xavier Darcos parle lui de confier la mémoire d'un enfant à une classe entière, idée qui, selon les membres présents ce matin, est loin d'être retenue. Et à Paris, au mémorial de la Shoah, les informations destinées aux enfants sont soigneusement choisies afin qu'ils n'ignorent pas ce génocide perpétré par les nazis lors de la dernière guerre mondiale, mais qu'en même temps, ils n'en ressortent pas traumatisés par des images qui seraient trop violentes. Reportage Marie-Pierre Cassignard et Abdel Zouyesh. Vous racontez l'histoire aujourd'hui d'une petite fille pendant la guerre qui s'appelait Rachel Jedinak. Pas facile d'expliquer l'Holocauste et ses horreurs à des enfants de 9 ans. Avant leur visite d'aujourd'hui au mémorial de la Shoah, ces élèves de CM2 ont déjà reçu dans leur classe des déportés, des résistants. Certains en gardent un souvenir marquant. Quand j'ai demandé c'était quoi un camp d'extermination, ça m'a choqué. Même les enfants, ils les exterminaient. Bébé ou pas, ils s'en fichaient. Ici, tout a été pensé pour protéger les plus jeunes d'images trop dures. Pas de charniers, d'exécution ou de chambres à gaz accessibles à leur vue. Ces quelques photos de taille raisonnable sont placées en hauteur. Aux enfants, on explique plutôt les dénonciations, la propagande. Qu'est-ce qu'on a voulu faire passer comme message? Ça, c'est contre les juifs ou pour les juifs? À ton avis? Contre. Donc c'est comme là-bas. On essaye d'aborder ce type de sujet en travaillant surtout sur les enfants cachés, sur la façon dont les enfants ont pu vivre à cette époque. Et donc on essaye quand même de mettre les formes. Pour les visites individuelles, la direction du mémorial déconseille fortement aux parents d'amener des enfants de moins de 8 ans. Et pour les 8-12 ans, ce livret les accompagnera sur un parcours imaginé rien que pour eux. À hauteur d'enfant, volontairement, on a placé toutes ces petites tablettes le long de l'exposition, en évitant soigneusement les parties les plus dures, notamment les parties où il est question de mort violente. D'ici, les enfants repartiront avec en tête des bribes d'histoire d'autres enfants victimes de la Shoah. Des souvenirs forts, mais pas trop lourds à porter. En décembre 2005, au lycée Louis Blériot d'Étampes, dans l'Essonne, une jeune professeure de 27 ans, Karen Montétoutin, était grièvement blessée par un de ses élèves qui la poignardait en plein cours. Plus de 2 ans après, le jeune homme de 20 ans, aujourd'hui, comparé en cour d'assises. Dominique Verdeillan et Vincent Barral. Plus de 2 ans ont passé, mais pour Karen Montétoutin, le traumatisme est toujours là, une blessure qui ne cicatrise pas. La voix est tremblante, prête à fondre en larmes, elle revit son agression à la barre. D'abord, le ton agressif de l'élève. Il avait quelque chose de menaçant, un regard de tueur, dit l'enseignante. Je me suis dit que j'allais mourir, il s'est acharné contre mon bras, il ne s'arrêtait pas, j'entendais les élèves crier. Quelques mois après les faits, elle disait ne pas en vouloir à son élève. J'aimerais vraiment que ce jeune puisse s'en sortir et ne soit pas laissé à l'abandon dans une cellule. J'aimerais vraiment que ce jeune comprenne déjà la gravité de son acte. Face à son professeur, l'élève devenu accusé pleure. Je vous demande pardon sincèrement. Je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit. J'avais perdu pied, poursuit Kevani Kansalé. En prison, le lycéen âgé de 20 ans a suivi une thérapie. Quand on est en détention, on change, on sait. Bon, lorsqu'on a commis des faits de ce type-là, lorsqu'on a fait souffrir beaucoup de monde, lorsqu'on a soi-même souffert pendant 2 ans et qu'on est retiré du monde, il était retiré du monde pendant 2 ans, si on ne change pas, c'est que question à se poser, donc bien évidemment qu'il a mûri. Une jeunesse chaotique, un père qu'il n'a pas connu, une mère qui fut incarcérée par 2 fois pour recel, une succession de familles d'accueil, une scolarité faite d'incivilité, de désobéissance et d'absentéisme. Et le jeune homme donne un sens à son acte. C'était une forme de suicide, dit-il. La Direction générale des impôts a lancé une enquête sur 200 contribuables français suspectés d'avoir fraudé le fisc en transférant des fonds au Liechtenstein. Le ministre du Budget, Eric Worst, a expliqué que c'était le fruit d'une coopération internationale. Explication Pierre Monégier et Karine Guillaume. Cela fait plusieurs semaines que la direction des enquêtes fiscales épluche 200 dossiers sensibles. Des Français soupçonnés d'évasion fiscale, selon une liste transmise au ministre du Budget. On a reçu de la part des autorités anglaises, dans le cadre de la coopération, vous savez, quotidienne, qui existe entre les différentes administrations fiscales, une série, une liste
j'ai dit environ 200 noms. 200 Français sur les 1400 personnes mises en cause à travers le monde par un ancien employé de banque du Liechtenstein. Elle n'aurait pas déclaré des sommes importantes placées dans ce petit paradis fiscal. 8 pays européens ont ouvert des enquêtes afin de récupérer des dizaines de milliards d'euros cachés au Liechtenstein. En Italie, la liste noire comprendrait des sportifs, des hommes d'affaires et des responsables politiques. Les sommes varient énormément. Cela va de dizaines de milliers d'euros par contribuable à plusieurs centaines de millions d'euros. Le scandale dépasse les frontières européennes. Les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande sont eux aussi touchés. Et paradoxalement, c'est donc désormais en Europe que l'on trouve les paradis fiscaux les plus recherchés par les riches contribuables du Liechtenstein, on vient de le voir, à Andorre en passant par Monaco. Les explications de Frédéric Rota et Delphine Parek-Miller. La rencontre était prévue de longue date, mais derrière la franche poignée de main se cache un certain agacement de la chancelière Angela Merkel à l'encontre du prince Albert de Monaco. Monaco-Liechtenstein, deux principautés dont la réputation de paradis fiscal irrite les Allemands. Mais elles ne sont pas les seules. Il y aurait au total 50 000 milliards d'euros qui transiteraient par les 65 places financières réparties dans le monde. Parmi les plus réputées, Jersey-Guernesey et les îles anglo-normandes, l'île de Man, Saint-Marin ou Andorre. Autant de petits États qui attirent les capitaux du monde entier par une fiscalité avantageuse, un secret bancaire bien gardé et des facilités pour monter des sociétés écrans. Rien de plus simple pour accéder au paradis fiscal. Sur Internet, en quelques clics, il est possible d'ouvrir une société. Globalement, c'est une formalité juridique qui va vous permettre de monter une société ex nihilo dans le paradis fiscal et, dans un deuxième temps, d'y transférer les actifs. Légaux ou illégaux. Autre avantage, la plupart des places financières sont bien préservées des contrôles administratifs et judiciaires. Difficile, voire impossible, par exemple, pour un juge français d'obtenir des informations bancaires à Jersey ou Saint-Marin. Résultat, 9% seulement des contrôles concernent l'évasion fiscale. Les paradis fiscaux sont des véritables trous noirs dans lesquels transitent toutes les formes de blanchiment, la corruption, la fraude fiscale, blanchiment de trafic, et ça représente des dizaines de milliards d'euros. Et encore une fois, il n'y a pas que Liechtenstein, il y a d'autres paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux ne sont pas des îles exotiques, ils sont au cœur même de l'Europe. Des trous noirs, mais aussi des zones grises, comme par exemple le Luxembourg, pays européen qui collabore officiellement aux enquêtes, tout en restant attractif pour d'éventuels fraudeurs. Nouveau record pour l'euro qui s'échange désormais à plus d'1,50 $, une baisse qui pénalise les économies européennes dont les produits sont plus chers à l'exportation. La baisse du dollar est due à la crise de l'immobilier et du crédit hypothécaire aux États-Unis. C'est une confirmation, le contrat nouvelle embauche va disparaître. Ces contrats deviendront à durée indéterminée. Créé en 2005 par le gouvernement Villepin à l'usage des PME de moins de 20 salariés, le CNE a été très controversé. 3 ans après son application, on estime qu'il ne concerne plus que 100 000 personnes. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a présenté un plan pour les 16-25 ans. Objectif, limiter les conduites à risque, anorexie, alcoolisme, consommation de drogue ou pulsions suicidaires qui seront détectées, entre autres, par des consultations de prévention chaque année. Le détail de ces mesures avec Nathalie Sapena et Frédéric Pasquette. Des jeunes qui boivent beaucoup d'alcool et de plus en plus tôt au risque de l'alcoolisme. C'est aujourd'hui l'une des priorités du plan Santé Jeunes annoncé ce matin par la ministre. Ce plan prévoit la création de consultations d'alcoolologie spécialisées pour les jeunes et une campagne sur les dangers de l'alcool trop souvent minimisée. Deuxième axe de ce plan, l'anorexie, désormais prise très au sérieux par les autorités. Au programme, peut-être des seuils de poids pour les mannequins. Une charte avec les professionnels de la mode sera bientôt signée. Et côté répression, un nouveau délit, celui d'apologie de l'anorexie, sera inscrit au code pénal. L'athlète Stéphane Diagana, lui, est chargé de plancher sur le développement du sport à l'université. Enfin, les 16-25 ans auront une consultation gratuite chaque année avec le généraliste de leur choix, en vigueur dès le 1er janvier 2009. Et parmi les conduites inquiétantes qui se développent, on vient de le voir, l'anorexie, notamment chez les jeunes filles. Plusieurs maisons d'accueil existent. À Rouen, le centre hospitalier a mis en place une structure spécialisée pour les adolescents. Nous avons suivi 3 jeunes filles à différents stades de leur thérapie. Laetitia Legendre et Régis Maté.
Jusqu'alors, tu n'avais jamais fait de malaise? Ce sont des malaises à répétition et une perte de poids rapide qui ont alerté la famille d'Alexia, 12 ans et demi. 10 kilos de moins en 5 mois, inquiétant pour les médecins à cet âge-là. Au niveau alimentaire, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu vomissais un petit peu moins, manifestement. Je mange petit à petit mais doucement. Oui. T'as pas des inquiétudes par rapport à ton corps? Non. Non. Juste simplement guérir. Mais le fait de faire des malaises doit te signaler que ton corps souffre beaucoup là. Au médecin de prendre la décision d'hospitaliser ou non Alexia. Depuis sa dernière visite, elle a encore maigri. Il lui laisse un mois pour reprendre du poids. Elle dit avoir fait beaucoup d'efforts au niveau alimentaire. En fait, elle a perdu du poids. Donc oui, c'est inquiétant parce qu'elle n'a pas pris conscience de l'ampleur de la maladie. Plus ils sont jeunes, plus il y a par exemple un retentissement sur la croissance et qui risque de perdre des centimètres définitivement. Quand l'état de ces jeunes ne s'améliore pas, ils sont pris en charge dans une structure spécialisée au sein de l'hôpital. Une dizaine d'adolescents y sont suivis par des thérapeutes, notamment pour anorexie. Coupés provisoirement du monde et de leur famille, ils réapprennent à manger. Fanny, pour le moment, refuse obstinément d'avaler quoi que ce soit. C'est une sonde reliée par le nez à son estomac qui, la nuit, l'alimente. Je voudrais continuer mon régime. Je trouve pas que j'ai maigri. C'est juste que je vois mes os pointer un petit peu. J'ai la sonde et j'estime que ça me nourrit assez comme ça. Influence des régimes, mais aussi d'Internet. Fanny a puisé sur des sites d'anorexiques, des conseils pour perdre du poids et le dissimuler à ses parents. À 15 ans, elle n'a pas encore saisi tous les pièges de cette maladie qui peut être mortelle. C'est quoi la limite que tu t'es fixée, toi? Il n'y a pas de limite. Ce sera quand je me sentirai bien dans mon corps. C'est pour ça même les douches froides, le sport, c'est pour enlever le plus possible, peser le moins possible et peut-être même disparaître quoi. Mais en même temps, je commence à me dire que c'est peut-être pas comme ça la vie quoi. Il n'y a pas de fin et qu'il y a peut-être la mort au bout quoi. Les tout jeunes adolescents qui rentrent tout juste dans la période de l'adolescence sont peut-être plus confrontés, où on leur met un certain nombre de pressions, effectivement, de plus en plus tôt. Trop de stress, de pression, les ados ne trouvent souvent plus que leur corps pour garder le contrôle. Accompagnée pendant 4 mois dans l'unité, Nolwenn ne pesait plus que 35 kilos pour 1m65. Depuis 1 an, cette élève de terminale estime être débarrassée de la maladie et de son déni. Quand on me prenait mon pouls et qu'on me disait « Non mais attends, ton pouls il est de celui de quelqu'un limite dans le coma », je comprenais pas quoi, c'était pour moi impossible. Enfin je veux dire, il pouvait avoir 20 médecins qui me disaient la même chose, c'était moi qui avais raison. Aujourd'hui, grâce à l'hospitalisation, l'ambiance familiale s'est apaisée. Nolwenn a retrouvé petit à petit l'appétit, réappris ce qu'était l'envie. Le moindre élément de nourriture, c'est un élément de conflit. Le moindre élément. Alors que maintenant, non, c'est plus pareil du tout. Par exemple, le chocolat, tellement c'était devenu un aliment répugnant pour moi, tellement c'était gras et tout, que j'en étais venue à vraiment ne plus l'aimer. Mais le goût ne me plaisait plus. Une fois par mois, Nolwenn retourne à l'hôpital pour assister à un groupe de parole d'adolescents anorexiques et témoigner de l'après-maladie. Pour celles qui sont encore hospitalisées, c'est aussi l'espoir d'une guérison prochaine. En quoi ça te fait du bien ? D'entendre qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir. Après, donc... Parce qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir ? Des fois, oui. Aujourd'hui, j'aime trop la vie. Franchement, c'est clair que je pourrais pas retomber maintenant. La France aujourd'hui compterait près de 40 000 anorexiques. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, est arrivé cet après-midi au Tchad. Il s'est entretenu avec le président Idriss Déby. Il s'envolera ensuite vers l'Afrique du Sud pour une visite d'État. Et il est accompagné de son épouse, Carla Bruni Sarkozy, dont c'est la première apparition officielle. Sur place, Michael Darmon et Philippe Turpot. Comme dans l'Italie de la tradition, elle en tailleur sombre, en retrait derrière son mari, qui salue le président Déby. Tout est dit dans cette première scène officielle sur la manière dont Carla Bruni Sarkozy conçoit son rôle de première dame. Habitué des tapis rouges, l'ancien mannequin cherche pourtant ses marques, semble intimidé et se laisse guider par l'épouse du président tchadien.
Sur la base militaire française de Kosseil, le président français rend les honneurs militaires. Puis, faisant mine d'ignorer les journalistes, il s'attarde volontairement devant les photographes et les caméras en compagnie de son épouse. Là aussi, le message est clair, il s'agit de faire oublier les images des vacances de stars qui ont choqué l'opinion. Après des mois de tumulte, une vie de couple présidentiel reprend son cours à l'Élysée. Il y a 3 semaines, on se battait à N'Djamena et les immeubles portent encore les traces des combats. Avec Idriss Déby, Nicolas Sarkozy veut relancer le dialogue politique au Tchad alors que des opposants au régime ont disparu. C'est pour cette raison que le chef de l'État a longuement hésité à venir. Paris et N'Djamena sont tombés d'accord sur un point. La grâce des membres de l'Arche de Zoé doit rester une affaire tchadienne. Donc, sauf coup de théâtre, le dossier ne devrait pas être évoqué publiquement par les présidents Sarkozy et Déby. Dominique Strauss-Kahn, lui, s'est rendu à Ouagadougou, Burkina Faso. Le nouveau directeur général du Fonds monétaire international a voulu ainsi marquer son engagement à aider davantage l'Afrique. Sur place, Dominique Derda et Frédéric Guiraud. Dans cette école primaire de la banlieue de Ouagadougou, on l'accueille mieux encore qu'un chef d'État. Depuis qu'il a été nommé à la tête du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn est l'un des hommes les plus courtisés de la planète, surtout par les pays pauvres comme le Burkina Faso. Pour son premier voyage officiel, il a choisi de se rendre en Afrique. Le militant socialiste qu'il demeure y voit le prolongement de ses engagements de toujours. On se rend compte que le combat politique qu'on a pu mener au cours de sa vie, qui est un combat contre les inégalités, il prend une force nouvelle. Lorsque l'on n'est pas seulement en Afrique, ça peut être vrai dans d'autres parties du monde. Les présidents ouest-africains ont largement soutenu la candidature de l'ancien ministre français de l'économie et des finances au poste de directeur général du FMI. Au centre de conférence où ils sont réunis pour la journée, Dominique Strauss-Kahn leur a promis qu'il allait réformer l'institution qu'il dirige et l'ouvrir plus largement à leur pays. On s'est félicité d'ailleurs de l'arrivée à la tête du Fonds monétaire international d'un homme politique, parce que jusque-là, les gens quittaient le Fonds monétaire international pour aller faire la politique. Tel n'est pas son cas. Pas son cas, ou du moins pas encore. Mais Dominique Strauss-Kahn n'a jamais fait mystère ni de ses ambitions nationales, ni de l'intérêt qu'il porte à ce qui se passe dans l'Hexagone. Ce qui arrive aux Français m'intéresse, la façon dont ils vivent un moment qui n'est pas facile parce que la croissance économique se réduit partout et donc le chômage risque de repartir un peu partout, pas seulement en France. Cela m'intéresse beaucoup. Le mandat de Dominique Strauss-Kahn prendra fin en 2012, l'année où en France devrait se dérouler la prochaine élection présidentielle. Nul doute que d'ici là, le patron du Fonds monétaire international ne restera pas dans l'ombre. En Colombie, 4 otages des FARC ont été libérés aujourd'hui. 2 hélicoptères partis du Venezuela les ont récupérés dans la jungle. Il s'agit d'une femme et de 3 hommes, anciens députés et en mauvaise santé. Nicolas Sarkozy a qualifié le geste de positif en espérant qu'il sera bientôt suivi de la libération de Ingrid Betancourt, détenue maintenant depuis plus de 6 ans. Aux États-Unis, le débat entre Barack Obama et Hillary Clinton pour l'investiture démocrate prend un tour plus vif. À quelques jours des primaires du Texas et de l'Ohio qui seront déterminantes, les 2 candidats se sont vivement opposés sur la santé au cours d'un débat plutôt tendu sur les chaînes de télévision américaines. En France, les élections municipales dans les petites communes ont souvent pour enjeu le maintien des services publics et la lutte contre la désertification. Exemple avec Boré, un petit village de la montagne ardéchoise, où la venue de quelques nouveaux habitants a permis de sauver l'école. Reportage Denis Sébastien et Philippe Fivet. Plus de 1000 mètres d'altitude, loin de tous les grands axes. Colette Cortia effectue le recensement pour le compte de l'INSEE de la commune de Boré. 135 habitants il y a 10 ans, sans doute un peu plus aujourd'hui. Bonjour, Colette Cortia, je passe pour le recensement. Maurice Reynaud, par exemple. Après des années d'absence, il est revenu vivre dans le village où il a grandi. Quand j'avais 20 ans, il y avait 500 à 600 habitants. Pourquoi ça s'est dépeuplé comme ça? L'exode rural. L'exode rural qui s'était traduit par la fermeture de l'école dans les années 80. En se regroupant avec les communes voisines et grâce à l'arrivée de quelques familles, elle a pu rouvrir il y a 6 ans une classe unique de la maternelle au CM2. Là actuellement on tourne à 13 élèves, on sera normalement 16 l'année prochaine, mais si une famille part, on en perd 3 d'un coup. Ça peut fermer en point de temps, quoi. Donc c'est assez fragile. Georges Murillon achève son premier mandat de maire. Parmi les satisfactions, la réouverture de l'école donc, et le maintien d'une petite agence postale. Voilà.
Comme les gens n'ont pas tous Internet ici, ils écrivent plus volontiers. Mais pour y parvenir, il a fallu se battre et c'est la commune qui doit rémunérer l'employé. Nous sommes carrément des oubliés du système. Nos besoins sont les mêmes que les gens de la ville. Alors bien moindres certes, mais on a besoin de la communication, de l'enseignement, de l'éducation. D'après le maire, le village compterait aujourd'hui 150 habitants. Le recensement devra le confirmer. En quelle année avez-vous emménagé dans ce logement? Depuis ma naissance. Le chiffre en tous les cas a son importance. Il détermine la dotation que l'État accordera à la commune et une augmentation serait un signe encourageant pour le maintien des services publics sur le village. Première réunion aujourd'hui sur l'avenir de la télévision publique autour de Jean-François Copé, une commission composée de 33 membres, moitié de professionnels de l'audiovisuel, moitié de parlementaires. Ils doivent réfléchir à l'évolution de la télévision publique, vaste programme. François-Julien Piednoir et Éric Delagneau. Si l'on devait résumer cette première réunion de la commission Copé, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ils se sont simplement salués. Aucune décision prise ni piste lancée, il s'agissait d'élaborer un calendrier et de savoir de quoi on allait parler. Personne ne sait rien encore. Il faudra quand même aller vite. Fin mai, c'est dans 2 mois. Puisque cette commission existe, ça veut dire qu'il n'y avait pas de mode d'emploi et que donc cette annonce a été faite en toute irresponsabilité, sans que les conséquences en aient été mesurées, et même les conséquences immédiates, puisqu'aujourd'hui France Télévisions est en difficulté. Les 33 membres, députés, sénateurs, producteurs, mais personne de France Télévisions, ont fixé une première étape, le financement. Il faut d'abord s'accorder sur un chiffre. 1,2 milliard selon France Télévisions ou 600 millions d'euros selon certains groupes privés. Moi j'ai été ministre du budget, j'ai été rodé pendant 3 ans à vous détailler à chaque fois que je sors un chiffre comment je l'ai calculé. Voilà, donc je vous promets que sur ce point on sera transparent. Et peut-être d'ailleurs que le chiffre qu'on sortira ne sera pas du tout celui que sortent les uns et les autres, ce sera notre chiffre à nous. Les syndicats de France Télévisions, reçus cet après-midi par Jean-François Copé, s'inquiètent d'un courrier adressé par le gouvernement au président de France Télévisions. Un courrier qui certes promet que chaque euro sera compensé, mais en échange d'économies. Il est demandé des efforts de gestion, et avec un dispositif de suivi de la gestion de France Télévisions. Et on a dit à M. Copé, est-ce qu'aujourd'hui France Télévisions est sous tutelle du gouvernement ou est-ce que c'est une direction qui peut encore gérer l'entreprise? Les 33 membres de la commission devront travailler rapidement. Ils ont jusqu'au 31 mai pour rendre leur rapport au président de la République. Yann Arthus Bertrand a finalement quitté l'Argentine où il avait été arrêté mercredi dernier avec son équipe de tournage. Le photographe amer s'est expliqué sur cette affaire qu'il estime être une machination. Renaud Bernard et Catherine Just. Le barrage de Yacyretá, quand il fonctionnera à plein régime, la région sera noyée sous 5 mètres d'eau. Pour ses détracteurs, c'est un projet synonyme de pot de vin, de l'argent versé par les promoteurs aux autorités locales en échange de l'expulsion des populations sur place. Je ne veux pas partir d'ici. J'ai vu dès le début le mensonge de Yacyretá. J'ai vu l'arnaque de Yacyretá. C'est en tournant ce documentaire que Yann Arthus Bertrand a été accusé d'escroquerie en Argentine. Il n'aurait pas payé une agence de voyage, une ardoise de 28 000 €. De retour à Paris, le photographe livre une toute autre explication. Ça ne peut pas leur plaire qu'une grosse équipe arrive avec une grue, 5 caméras et qu'on envoie dans le monde entier la voix de ces gens qui traitent de voleurs le gouverneur, les ingénieurs et les propriétaires du barrage. Ça ne peut pas leur plaire. Mais ce soir, l'agence de voyage à l'origine de la plainte persiste. Elle affirme qu'elle n'a toujours pas été payée. Il a bénéficié de plusieurs de nos services et au moment de partir, il n'a pas payé la facture. Aujourd'hui, on n'a toujours pas été payé. Dans ce dossier, le directeur de production de Yann Arthus Bertrand reste bloqué en Argentine par la justice. Il sera fixé sur son sort vendredi. Chez nos voisins d'outre-Manche, la chasse à courre a longtemps fait partie des institutions nationales au même titre que l'heure du thé ou le club de bridge. Il y a 3 ans, pourtant, en Angleterre et au Pays de Galles, elle a été interdite. Mais les équipages et les meutes n'ont pas disparu. À défaut de traquer le renard, les piqueurs utilisent des proies factices. Arnaud Boutet et Roy Connelly. Droits et fiers, ils se présentent comme les garants d'une tradition séculaire. Plusieurs fois par semaine, en tenue d'apparat, les voilà en selle, toutes générations confondues. C'est une vieille tradition. Cela fait partie de notre cadre de vie ici à la campagne. La chasse à courre favorise les liens entre les fermiers et les propriétaires terriens.
Mais officiellement, ils ne peuvent lâcher la meute sur un renard, car depuis plus de 3 ans, la loi l'interdit. Pour les chasseurs, cette mesure, décidée par Tony Blair, ne passe toujours pas. On chasse depuis des siècles, alors pourquoi s'arrêter? En 2004, lors du bras de fer législatif, des dizaines de milliers de chasseurs avaient envahi la capitale, avec batailles rangées et des scènes d'une rare violence. Ils ne comprennent pas ces gens des villes. Nous sommes la minorité rurale, nous avons nous aussi des droits. 5 militants pro-chasse avaient même réussi à pénétrer au sein du Parlement et il aura fallu au gouvernement Blair une procédure d'exception pour interdire la chasse à courre. Aujourd'hui, privés de renards, les chiens suivent des odeurs artificielles. Chaque année, quelques 300 000 chasseurs contournent ainsi la loi. C'est une mauvaise loi, mais c'est une loi. Avant de l'abroger, il faut la respecter. Mais voilà, sur un sentier, il y a parfois des surprises. Que se passe-t-il si vous voyez un renard? Il ne faut pas donner l'alerte, mais juste lui faire un petit coucou. Sur ces terrains, si les chiens poursuivent un renard, ils vont si vite qu'il faut du temps pour les rattraper. Et parfois c'est trop tard? Oui, parfois, mais alors c'est un accident. Et ces accidents seraient assez fréquents. Loin des regards, les chasses se tiennent souvent sur des terrains privés. Parce qu'il est difficile de savoir si oui ou non les chiens tractent un renard, eh bien les condamnations se font rares. On n'en compte qu'une vingtaine dans tout le pays. Réunir Jack Nicholson et Morgan Freeman, voilà le défi que s'est lancé le réalisateur américain Rob Reiner. Le titre, Sans plus attendre, une comédie douce amère où l'on se moque de la mort à travers les aventures de 2 hommes condamnés par un cancer, mais bien décidés à profiter de la vie jusqu'au bout. Les 2 monstres sacrés du cinéma américain étaient à Paris pour l'avant-première du film. Marie-Jo Jouan et Zinden Berkous. De Dieu, c'est qui? Nom de Dieu et vous. Le scénario est simple. 2 hommes condamnés par un cancer décident de réaliser ensemble leurs rêves avant de passer l'arme à gauche. Sur la liste de tout ce que nous projetions de faire dans la vie, sans plus attendre. Le ton aurait pu être grave, mais c'était sans compter sur l'autodérision pratiquée par ces 2 monstres sacrés que sont Jack Nicholson et Morgan Freeman. 71 ans tous les deux et une complicité très remarquée à l'avant-première parisienne du film. Faire le bonheur d'un étranger sans rien attendre de lui. Rire jusqu'à en pleurer. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais tout ça manque d'ambition. Mon personnage n'est pas vraiment quelqu'un de proche des gens. Il est impatient et en plus, il est convaincu que 95% des gens autour de lui ont toujours tort. J'ai toujours eu une peur bleue de grimper dans un avion et je vais me jeter en plein ciel pour un malade mental. L'un est idéaliste, l'autre vaniteux, 2 caractères aux antipodes qui vont s'apprivoiser. Pas un mot. 2 acteurs virtuoses qui se renvoient la balle sous nos yeux. C'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. J'ai vu tous les films de Nicholson et je m'amusais à lui donner la réplique dans ces mêmes films. Je savais donc qui il était, comment il travaillait, son rythme. Alors quand il a partagé tout ça avec moi en vrai, j'étais en le regardant. Toi tu me hais? Pas encore. Grâce à eux, on en oublierait presque la mort au cœur du sujet. Elle semble comme nous se rire de la situation. Je suis fier de vous. On s'en tape de ce que tu penses. Football, le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Auxerre 3-2 et ce malgré une nouvelle erreur de son gardien Michael Landreau. C'est quand même la 10e fois en 15 ans que le club accède à une finale et en finale justement les Parisiens affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose ce soir Le Mans à Lens. En rugby, on connaît désormais la liste des 22 joueurs français retenus pour affronter l'Italie dans le tournoi des 6 nations le 8 mars prochain au Stade de France. Les entraîneurs poursuivent leur large revue des effectifs. 5 nouveaux joueurs. Le pilier Barcella, le talonneur Guirado, le 3e ligne Diarra, le demi-mêlée Thomas et le 3/4 centre David. Avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre développé dans cette édition. Il n'y aura pas de parrainage d'enfants victimes de la Shoah par chaque élève de CM2, comme l'avait suggéré le président de la République. L'idée a finalement été abandonnée par les 16 membres de la commission chargée d'étudier cette proposition. Chacun a reconnu que si l'idée était partie d'une émotion sincère,
Elle était difficile à faire supporter à des enfants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Valérie Alexandre. 21h50, ils font bouger la France avec Béatrice Schoenberg, suivi de Un jour, un destin, présenté par Laurent Delahousse et consacré à Ingrid Betancourt. Très bonne soirée à tous sur France 2. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.